Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, un portefeuille de 5,7 millions de dollars. C'est le volume des investissements de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort de la 10e revue des projets et programmes qui a eu lieu à la primature. Le Premier ministre Patrick Achi a souligné l'importance de ce rendez-vous qui permet de relever les progrès accomplis et identifier les zones d'amélioration. Et le FMI est aussi actif dans son soutien à la Côte d'Ivoire. Le pays bénéficie d'un programme de réforme de 2000 milliards de francs CFA. Le nouvel accord vise à maintenir la stabilité économique. Le ministre de l'économie et des finances indique que les ressources seront orientées vers l'amélioration du climat des affaires et l'inclusion financière. Un dossier à suivre dans ce journal, le harcèlement sexuel en milieu professionnel, un phénomène répandu et qui porte atteinte à l'honneur de la victime. Les femmes demeurent les plus vulnérables et espèrent une meilleure prise en charge. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, 41% des femmes et 24% chez les hommes ont déjà vécu une telle situation. Et puis le convoi d'Ousmane Sonko est en route pour Dakar. Accompagné par un cortège de partisans, l'opposant sénégalais a quitté ce vendredi la ville de Ziguinchor pour allier la capitale. Le gouvernement promet d'être ferme face à toute tentative de trouble à l'ordre public. Il s'est tenu la 10e revue des projets et programmes financés par la Banque mondiale. Le volume des investissements est de 5,7 millions de dollars. Le Premier ministre Patrick Achi appelle à la poursuite des réformes en vue d'améliorer le financement des projets de développement. Un discours d'orientation tenu ce vendredi à l'auditorium de la primature. Le reportage de Léon Brou. Agriculture, infrastructure, protection sociale, capital humain. Accès à l'eau potable et à l'électricité, dans ces domaines et bien d'autres encore, l'appui de la Banque mondiale au gouvernement pour le financement de projets représente au 25 mai 2023 un volume de 5 milliards 775 millions de dollars. Accès amélioré à l'eau potable, c'est plus de 25 000 branchements sociaux qui ont été réalisés. Dans le secteur du développement de la protection sociale, c'est déjà en quelques années plus de 327 000 ménages qui ont bénéficié du programme des filets sociaux et il y a à nouveau 100 000 ménages qui sont enregistrés en ce moment. Il convient de se féliciter de l'accroissement substantiel des appuis de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire qui ont doublé, passant de 2,8 milliards de dollars en 2019 à 5,7 milliards de dollars en 2023. Comparé à 2017, c'est quasiment une multiplication par 5 du portefeuille. Soutient cette performance un programme basé sur les résultats qui favorise un taux de décaissement de 15%, soit un bond de 5% par rapport aux résultats de la 9e revue des projets et programmes financés et cofinancés par la Banque mondiale. Cette 10e revue, l'occasion pour l'État et son partenaire d'identifier pour chacun les leviers à améliorer. En particulier pour les projets en infrastructure, nous aimerions bien que les décisions et les négociations de ces projets ne se fassent que lorsque près de 50% du montant soit déjà prêt à être mis en passation de marché. De la capacité des entreprises sélectionnées et les retards d'exécution des contrats, il s'agit ici de faire en sorte que les propositions concrètes soient mises sur la table et permettent un processus de sélection plus rigoureux et le renforcement des capacités, la transparence, la redevabilité et l'application stricte des dispositions légales et réglementaires. Tout en saluant les conclusions de cette 10e revue, le Premier ministre Patrick Achi engage l'État et la Banque mondiale à réformer leur partenariat. Nous sommes les premiers à être convaincus qu'il y a des réformes importantes à faire au niveau de l'administration, dont justement les contrats de performance que le ministre des Finances vient de mettre également en place pour pouvoir avoir un suivi plus minutieux, que ce soit depuis la phase d'identification des projets en termes de préparation, en passant par les parts, jusqu'à ce qu'on arrive véritablement à la préparation des DRF et au décaissement. Il y a également du côté de la banque, je crois, un certain nombre de difficultés qu'il faut ensemble que nous levions. La finalité, toujours selon le chef du gouvernement, booster de 15 à 20% le taux de décaissement, célérité et qualité des projets réalisés et meilleur impact sur les populations, donc épanouissement maximal de celles-ci
priorité du chef de l'État. Et notre institution de Bretton Woods aux côtés de la Côte d'Ivoire, le Fonds monétaire international vient d'approuver le programme de réforme de 2000 milliards de francs CFA. Le nouvel accord vise à maintenir la stabilité macroéconomique. Les ressources seront orientées vers l'amélioration du climat des affaires et l'inclusion financière. Des détails avec Lansine Bakayoko. Ces 2000 milliards de francs CFA équivalent à 400% de la Côte d'Ivoire. S'étalant sur 40 mois, ce programme de réforme validé par le Fonds monétaire international vise à maintenir la stabilité macroéconomique du pays. Le programme est solide parce qu'il va nous permettre premièrement de gérer notre économie et renforcer sa résilience. Ça va permettre également de développer le secteur financier et de renforcer l'inclusion financière. Ça va nous permettre de lutter contre la pauvreté et de stimuler la croissance économique et créer des emplois pour les jeunes. À moyen terme, il s'agit de permettre à la Côte d'Ivoire d'accéder au statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Ce processus sera appuyé par une stratégie de mobilisation des recettes intérieures qui devrait viser à réduire considérablement les dépenses et exonérations fiscales inefficientes, en particulier en ce qui concerne la TVA. Souvent, des exonérations sont faites et en contrepartie, nous n'avons pas toujours ce que nous souhaitons. Ce que le FMI a voulu dire, c'est qu'il faut réduire les dépenses fiscales. Les exonérations sont des dépenses fiscales parce que c'est des ressources en moins pour le budget de l'État et les cibler sur des secteurs que nous voulons développer véritablement, des secteurs prioritaires. Les réformes ont également pour objectif d'améliorer le cadre institutionnel et législatif de la gestion de la dette, tout en aidant la Côte d'Ivoire à augmenter sa contribution aux réserves internationales de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Nous sommes en train de préparer actuellement une loi sur l'endettement. Donc le projet est en train d'être finalisé et il va passer donc à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais en dehors de cela, nous avons mené des réformes également sur notre cadre d'endettement. La direction de la dette, la direction générale des financements dispose en fait d'instruments qui nous permettent de mieux gérer notre dette en termes de gestion de passifs également. Notons que la décision du conseil d'administration du FMI permet un décaissement immédiat de 300 milliards de francs CFA que les autorités ivoiriennes utiliseront pour l'appui budgétaire. Et l'actualité, c'est aussi l'Union africaine qui a 60 ans. La célébration de ce soixantenaire est l'occasion pour les Africains de regarder le parcours de l'organisation continentale. Ils doivent également faire face aux nombreux défis du développement du continent. Les activités marquant l'événement se sont déroulées au ministère des Affaires étrangères. Sidonie Davila. En 60 ans d'existence, l'Afrique continue de croire en ses capacités, en ses forces. À travers son instrument, l'Union africaine, qui joue un rôle essentiel dans la promotion de l'unité et du développement de l'Afrique, le continent face à des défis majeurs, comptabilise ses acquis à l'heure du bilan. Malgré les difficultés de tous ordres, l'Afrique reste caractérisée par sa grande capacité de résilience. Elle a pu, malgré des prévisions alarmistes, tenir bon face à la survenance de la pandémie de la Covid-19. Mieux, elle a saisi l'occasion de ces malheurs pour repenser sa stratégie sanitaire dans une action concertée de nos chefs d'État et de gouvernement. Nous devons résister à toutes les formes d'instrumentalisation de nos États membres, prises individuellement et collectivement, en partageant la forte conviction que notre avenir reste et restera conditionné par la construction patiente et méthodique de notre unité. Cette commémoration a rassemblé un parterre de personnalités politiques, diplomatiques et associatives, toutes réunies pour honorer le continent africain et célébrer son unité conquérante. La ministre d'État Kandia Camara, représentant le patron de la cérémonie, le vice-président Thiemoko Mélié, a salué l'ambitieuse vision de l'Union africaine. L'ambitieuse vision de nos chefs d'État et de gouvernement se traduit également par la désignation de champions pour prendre en charge l'exécution de certains programmes majeurs de développement, dont l'agenda 2063.
C'est dans ce contexte que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a été désigné par ses pairs champion de la mise en œuvre de l'agenda 2063 décliné en plans décennaux. La Côte d'Ivoire, dont le chef de l'État a initié et porté l'inscription du thème de la nutrition comme thème de l'année 2022 de l'Union africaine, est pleinement engagée dans l'exécution des programmes phares de notre organisation commune. Elle assure la Côte d'Ivoire l'exécution de tous ses engagements financiers vis-à-vis de l'organisation afin de lui permettre la mise en œuvre des différents programmes et projets, y compris les opérations de paix. Marquée par des messages forts et un moment symbolique de partage d'un gâteau, la cérémonie du 60e anniversaire de l'Union africaine s'est déroulée dans la sobriété. C'est un reportage de Sidonie Davila et Chantal Akandan. Et justement, la Côte d'Ivoire aussi a entrepris et exécuté plusieurs réformes de sa politique forestière. Bientôt la signature définitive d'un accord avec l'Union européenne. Le pays veut exporter du bois propre avec toutes les protections légales dans l'espace européen. Une réunion préparatoire tenue à Abidjan. Des détails avec Franck Wadiou. Une réunion préparatoire entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire APV, l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux FLEG. En clair, cette rencontre est la dernière ligne droite avant la signature définitive de cet accord, l'APV FLEG, dont les négociations ont été initiées en 2013 et conclues le 19 octobre 2022. Avec l'Union européenne, nous avons travaillé à pouvoir atteindre le point d'achèvement avec une signature de cet accord de partenariat volontaire. Et une fois qu'on arrivera à l'accord, à la signature de cet accord, alors dorénavant en Côte d'Ivoire, le commerce du bois va se faire de manière légale. Ceci nous permettra, n'est-ce pas, de gérer au mieux nos forêts, permettra, n'est-ce pas, de développer au mieux son industrie du bois. Modification d'articles, examen de réforme et préparation de la signature prochaine de l'APV FLEG. L'Union européenne est un partenaire actif de ce projet. Nous sommes là pour appuyer et soutenir la Côte d'Ivoire dans sa volonté de faire de la durabilité vraiment un fil rouge dans tout ce qu'elle fait. Et aujourd'hui, grâce au fait que les derniers arrêtés ont été signés, donc c'était vraiment la dernière phase avant laquelle on peut maintenant passer à la phase de la signature, de préparer la signature qui est la phase finale avant vraiment la mise en œuvre de cet accord. L'accord APV FLEG est une initiative mixte entre l'Union européenne avec le secteur privé public et la société civile ivoirienne. Sa mise en œuvre est supervisée par un comité conjoint. La Côte d'Ivoire veille donc sur son patrimoine forestier dont le Tchologo. Une solution est trouvée à un problème avec les populations. Le ministère des Eaux et Forêts décide de redéfinir les limites des forêts classées. Cette opération de délimitation est lancée à Nambonkar, village situé dans le département de Ferké, par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara et le ministre Laurent Tchagbar. Le reportage de Soro Corona. En Côte d'Ivoire, les forêts classées sont soumises à des pressions des populations riveraines depuis quelques années. Dans ces forêts classées, on y trouve des plantations, des infrastructures et même des habitations. Une situation qui met à mal la paix et la cohésion. Pour trouver une solution définitive à cette question, le gouvernement, à travers le ministère des Eaux et Forêts, décide de redéfinir les limites pour garantir la paix sociale. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour le lancement de cette opération de délimitation qui nous permettra dorénavant de connaître la partie résiduelle des forêts classées et les parties distraites pour tenir compte des préoccupations des populations. L'opération de délimitation des forêts classées a été lancée à Nambonkar, village de la région du Tchologo, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et du ministre des Eaux et Forêts. Pour Laurent Tchagbar, cette opération vise à sauvegarder les forêts classées et surtout renforcer la paix. Éviter les conflits de contestation des limites des forêts avec les populations, ce qui contribuera à la cohésion sociale dans les régions et impactera
la réconciliation nationale. Dans le Tchologo, ce sont 12 forêts classées qui sont concernées par cette opération de délimitation pour une superficie d'environ 300 000 hectares. Tine Birahima Ouattara se félicite du début de cette action qui viendra soulager de nombreuses populations en Côte d'Ivoire. Le président de la République a validé le projet qu'il a proposé au comité de sécurité. Et chers parents, j'ai le bonheur, j'ai la joie de vous annoncer que nous allons à présent trouver une solution de façon définitive au problème des forêts classées ici dans le Tchologo et partout ailleurs en Côte d'Ivoire. L'opération de délimitation des forêts classées va concerner tout le pays. L'opération va durer 7 mois. Ici à Abidjan, le ministre de la Promotion de la Jeunesse continue ses initiatives pour l'insertion des jeunes. Mamadou Touré leur a remis le document PJGouv. La jeunesse issue des partis politiques a donc reçu la feuille de route du gouvernement sur la question. Une occasion pour appeler les jeunes à s'approprier cette vision. Michel Mambo. 2023, année de la jeunesse, les choses se concrétisent. Après les rencontres consultatives tenues du 30 janvier au 2 février dernier entre la jeunesse et les membres du gouvernement, une feuille de route est élaborée. Contenues dans ce document de 54 pages, les actions à mener par le gouvernement en faveur des jeunes sur les 3 prochaines années, également les propositions et recommandations des jeunes. Après les organisations de jeunesse, acteurs du secteur informel, du transport, de l'artisanat, des arts, du tourisme et du sport, les jeunes des partis politiques reçoivent le document PJGouv. On voit que l'acte est joint à la parole. Ce document nous a été remis qui est là. Et tous les responsables des partis politiques et toutes les structures et les fêtières de jeunes en Côte d'Ivoire doivent tout faire pour avoir donc ce document avec eux, qu'il soit physique ou qu'il soit numérique, mais il faut tout faire pour l'avoir, le parcourir, en prendre connaissance. Cela va permettre donc de vous édifier, de savoir comment être éligible à ce programme, comment en bénéficier. Nous ferons fort de ramener à nos bases afin que tous les jeunes militants du Front populaire ivoirien puissent participer effectivement et profiter de toute cette manne financière que le gouvernement va mettre à la disposition de la jeunesse. C'est un document qui a été très bien consolidé et ça reflète l'esprit des travaux que nous avons faits. Nous encourageons de telles initiatives et nous pensons que cela aidera la jeunesse à être autonome. Occasion pour le ministre de la Promotion des jeunes, de l'insertion professionnelle et du service civique d'appeler la jeunesse de l'opposition à s'approprier la vision du chef de l'État. Ce n'est pas un programme politique. C'est une initiative pour les jeunes indépendamment des partis politiques. Bien évidemment, c'est le RHDP, c'est le gouvernement RHDP qui impulse, mais on a un chef d'État qui est un homme d'État. Et ce sont des structures, ce n'est pas le gouvernement qui recrute. Nous, là, on ne fait que coordonner, on ne fait que faire le suivi. On a des structures opérationnelles. Rentrer dans la République. En somme, ce sont plus de 700 000 jeunes qui seront impactés au cours de l'année 2023 par le budget alloué au PJGouv. L'enveloppe contient 361 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés le lundi 29 mai 2023. Lundi de Pentecôte est déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. Voici un phénomène qui date. Arrêtons-nous donc un instant sur le harcèlement sexuel en milieu professionnel. La pratique porte atteinte à l'honneur des victimes. Il existe une différence significative entre les sexes. Vous allez le voir, les femmes sont les plus harcelées. 41% d'entre elles en sont victimes contre 24% chez les hommes. Mais un constat partagé, le silence est maintenu sur la question. Le harcèlement sexuel en milieu professionnel, un sujet toujours tabou. Le dossier de Hamid Yarasouba, Jamak Djadji. Une femme assise et esselée. Nous l'appellerons Natacha. Mariée et mère de 2 enfants, elle est assistante bilingue de formation. Sa vie professionnelle prend du plomb dans l'aile le jour où son employeur commence à la regarder différemment. Il est devenu le directeur des ressources humaines. Il m'a dit que si je ne cédais pas à lui, j'allais prendre ma retraite au niveau du standard. Et j'ai refusé. J'ai supporté ça. J'ai été humiliée encore. Je suis descendue
à mon poste toute pleurant. En 2019, c'est là même que ça va commencer. 8 ans à subir les avances répétées de nature sexuelle de son supérieur hiérarchique. Natacha finit par perdre son emploi. Ces malheurs ne font que commencer. Depuis octobre 2021 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de salaire parce que je suis femme, parce que j'ai refusé de donner mon sexe tout simplement à un homme. Aujourd'hui, elle vit avec sa mère et ses enfants à la recherche d'un autre emploi pour subvenir aux besoins de la famille. Boris, ancien couturier, lui aussi va être victime de harcèlement de la part d'une cliente fortunée. Un jour, j'étais dans mon atelier et j'ai reçu une dame qui est venue avec une voiture qui a garé et qui a envoyé des habits à coudre. Il y avait au moins 5 complets qui étaient finis. Et donc, elle m'a demandé de lui envoyer ça chez elle. Elle a essayé encore les habits et cette fois-ci, elle m'a dit non, de rentrer en chambre et qu'elle va essayer ça devant moi parce qu'elle est un peu fatiguée, elle ne peut pas aller au salon. Elle a bouclé la porte et elle s'est déshabillée. Quand elle s'est déshabillée, elle voulait que forcément, elle me dit non, aujourd'hui là, pardon, il ne faut pas me laisser. Je dis non madame, c'est pas comme ça, je vous en prie. Je me suis mis à genoux, j'ai parlé, j'ai commencé même à pleurer. Et le manège va se répéter au péril de sa vie. Aujourd'hui, Boris est un homme traumatisé. Voulant sauver sa vie, Boris se réfugie durant 2 ans dans son village. En Côte d'Ivoire, 4 femmes sur 10 sont victimes de harcèlement en milieu professionnel, selon le rapport de juillet 2022 édité par le réseau ivoirien pour la défense des droits des enfants et de la femme, REDEF. Au niveau même des entreprises, il n'y a pas de mécanisme en tant que tel, mécanisme en termes d'alerte précoce, en termes de prévention, en termes d'accompagnement, de prise en charge des personnes qui sont victimes de harcèlement sexuel. Donc, ce que nous avons fait, c'est de porter à la connaissance des autorités et de toute la population pour dire que c'est un phénomène qui existe. Une trentaine de plaintes a été recueillie par la direction du service requête et investigation du Conseil national des droits de l'homme, CNDH. L'institution prône une assistance plus renforcée. Le harcèlement sexuel en milieu professionnel, qu'importe le genre, les chiffres sont évocateurs. De 2021 au 31 mars 2023, le CNDH à notre niveau aussi à travers les différents modes de saisine que sont la saisine directe qui peut se faire par courrier, la saisine via le numéro vert, on a un numéro vert gratuit qui fonctionne 24/24 et la saisine par voie électronique. Par ces voies de saisine, nous avons enregistré en tout et pour tout 33 cas de harcèlement, notamment les harcèlements sexuels. Et sur ces 33 cas, nous avons 32 qui ne concernent que les femmes. Au-delà de la saisine, le CNDH dispose de plusieurs voies de recours. Quand nous sommes saisis, soit nous adressons un courrier à l'adresse de la personne qui est mise en cause. Ça peut être un courrier d'éclairage, mais vous convenez avec moi que lorsque la personne qui se plaint, la victime se plaint de quelqu'un, lorsque vous saisissez directement la personne qui est mise en cause, ça va dans le sens de lier son sort. Et qu'est-ce que nous faisons de façon stratégique? Nous interpellons si la personne a un supérieur hiérarchique, nous adressons un courrier d'implication au supérieur hiérarchique, surtout lorsque les preuves matérielles, nous les avons à leur disposition. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant va plus loin. Au bureau dédié aux violences basées sur le genre VBG, une stratégie est mise en place. Le premier mécanisme que nous avons mis en place, c'est la ligne verte. On peut dénoncer ces violences qu'on subit en appelant à la 1308 pour dénoncer les cas de violences qu'on subit. On peut également se rendre dans les services sociaux pour partager la souffrance qu'on traverse, afin de bénéficier d'un accompagnement par les travailleurs sociaux. 12% des femmes et 2% des hommes déclarent avoir été victimes de harcèlement sexuel en milieu professionnel, selon une enquête de l'Institut national d'études démographiques INED, publiée en 2018. Les victimes refusent de dénoncer leur bourreau par peur de représailles. Ce fléau reste encore un sujet tabou en Côte d'Ivoire, d'après les conclusions d'experts de l'Organisation internationale du travail, OIT.
Le harcèlement sexuel en milieu professionnel, un sujet toujours tabou, c'était le dossier de ce soir. Dans l'actualité politique, le directoire du RHDP a tenu sa 16e séance de travail. Une rencontre dirigée par Gilbert Kone-Kafana. Elle a porté sur la question électorale et le point de la mission du président du directoire qui revient d'Afrique du Sud, Eric Goré. Les questions électorales, éléments essentiels de cette rencontre du directoire du RHDP en cette 16e séance de travail. Gilbert Kone-Kafana et son commando sont déterminés à tout mettre en œuvre pour participer régulièrement à ces prochaines élections électorales prévues pour le 2 septembre prochain. Il s'agit notamment des tournées de présentation des candidats du RHDP, de la présentation des élections, de la préparation des élections locales, et de l'investiture officielle des candidats du RHDP par le président du parti. Relativement aux tournées de présentation des candidats, 39 délégations ont été constituées et envoyées sur toute l'étendue du territoire national depuis le 21 mai dernier. La feuille de route de ces délégations a été définie au cours de la 15e séance du directoire, c'est-à-dire le jeudi 4 mai 2023. L'objectif, resserrer davantage les rangs et aborder les élections locales avec un front uni du RHDP. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix œuvre à s'imposer de façon démocratique pendant cette compétition. Le directoire a adopté un plan de préparation des candidats du RHDP et de gestion des élections régionales et municipales à venir. Le secrétariat exécutif adjoint du RHDP chargé du processus électoral a été instruit pour mettre en œuvre ce programme. La visite du président du directoire du RHDP en Afrique du Sud a également meublé les débats. Cette mission avait pour objectif principal un partage de la longue et riche expérience de l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud. Les échanges riches et fructueux ont porté notamment sur l'organisation politique, la formation des cadres et des militants, la mobilisation des ressources, la constitution de patrimoine et de gouvernance de nos partis respectifs au bénéfice des populations. Avec l'appui précieux du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le président du directoire du RHDP a été reçu en audience par son Excellence Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, et le président de l'ANC. Concernant des menaces de certains membres de l'opposition, Mamadou Touré, porte-parole adjoint du RHDP, invite les partis d'opposition à tout faire pour maintenir un climat de paix. Il répondait aux questions des journalistes concernant le cas de Laurent Gbagbo, dont le nom ne figure pas sur la liste électorale. Allons dans l'ouest du pays, à Guéyébli, situé à 18 km de Douekoué, région du Guémon. Il s'est produit un phénomène géologique dont vous avez certainement entendu parler, une coulée de substances de type volcanique observée dans la nuit du 17 au 18 mai dernier. Cela a évidemment alerté les populations. Les experts ont déjà prélevé des échantillons pour comprendre ce qui s'est passé. Le sous-préfet, entre-temps, appelle les populations au calme. F. Après la découverte le 18 mai dernier d'un phénomène géologique inédit dans la localité de Guéyébli, un vent de panique s'est emparé de la population riveraine. D'autres disent que c'est un volcan. Non, ce n'est pas un volcan. C'est bon, on ne sait pas. La population riveraine a peur. Nous sommes dans une zone forestière. C'est en cette période précise qu'on profite pour traiter nos champs pour que pendant la saison sèche, qu'on puisse recueillir un peu de cacao. La direction des mines et l'Université polytechnique de Mans ont déjà effectué des prélèvements pour des analyses. Nous avons mobilisé notre laboratoire mobile avec les spécialistes en géosciences, géologie, géophysique, en environnement. Il faut venir regarder ce qui s'est passé et peut-être pouvoir nous prononcer le plus rapidement possible. En attendant les résultats, le sous-préfet de Guéyébli a tenu une réunion d'information et de sensibilisation à la sous-préfecture. Il est bon de prendre des mesures de sécurité qui s'imposent. Il ne faudrait pas qu'il y ait des visites, qu'il y ait du tourisme sur le site. Parce que c'est très dangereux. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est déjà informé et il prendra toutes les mesures nécessaires pour la protection des personnes et des biens sur le site. Évitez, en dernière position,